Il vient tout juste de confirmer qu'il sera de retour aux prochaines élections. J'accueille le maire des Éboulements, M. Emmanuel Deschênes. M. Deschênes, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez finalement décidé de plonger. Oui, bien, oui, on a décidé de plonger parce que le défi, ben, c'est comme j'ai dit, j'ai appris à découvrir cette grosse fonction-là, le métier d'être maire. Tu sais, t'arrives pas de même, puis t'es maire, tu sais, il faut que tu apprennes à découvrir le métier. Puis, et vous avez aimé ça? Oui, au fil des mois, là, plus les mois avancent, puis plus je me sens à l'aise. Puis, ce que je sens, c'est que je sens que la population est derrière moi. Ça, là, avec les réunions de conseil, les gens qui m'abordent, quand, tu sais, moi, je suis quand même un citoyen des Éboulements, tu sais, je me promène, je vais dans les endroits publics. Vous êtes un natif, même, J'étais un natif pur laine. Ceux qui m'approchent viennent, ils me disent de continuer, on te veut là, tu fais une bonne job, t'as redonné espoir au conseil, puis ça, c'est stimulant, c'est valorisant. Allez-vous vous présenter seul ou en équipe? Non, il n'y a aucune équipe. Pas d'équipe? Non, pas d'équipe. Les gens vont élire le conseil qui juge qui va être le meilleur pour passer les prochaines années. Les prochaines années, c'est des années de défis, c'est des années qui vont amener beaucoup d'investissements, mais qu'il va falloir y aller avec prudence parce que, veut pas, la politique... Des fois, une semaine ou 2 semaines, là, il y a une conjoncture qui change. On le voit avec les États-Unis qui changent la conjoncture. Oui. Ça fait en sorte qu'il va falloir être correct dans les dépenses, faire attention à nos gens, puis... Donc, votre programme, c'est ça, c'est de faire attention. Non, pas de faire attention. Le programme sera annoncé ultérieurement. Là, je dis que je me représente aux prochaines élections. Oui. On va continuer les défis qui sont en cours là, puis les prochains défis qui s'en viennent. Les prochains défis, bien, on a... Parlons-en un peu. On a le Sentier de la Rive, on a l'église à Saint-Joseph-de-la-Rive, on a au niveau de la caserne d'incendie, on a... Alors, prenons-les un à un, si vous voulez. OK, ben oui. On va regarder ça ensemble. D'abord, Sentier de la Rive, puisqu'on en parle. On a appris qu'avec les tergiversations sur le train, on faisait un pas de recul au Sentier de la Rive. Là. Vous en pensez quoi? Je vais répéter ce que je dis. Le CA du Sentier de la Rive est un CA où il y a des gens compétents, des gens extraordinaires, selon moi, que j'ai rencontrés plusieurs fois. C'est des gens qui ont déjà vécu des défis antérieurement dans leur vie professionnelle et personnelle. Si le CA a décidé de prendre un pas de recul avec une stratégie, bien, moi, le maire des Éboulements, je les supporte dans leur stratégie. C'est eux autres qui ont décidé ça. De prendre un pas de recul en disant peut-être qu'on pourra s'installer sur l'emprise du train s'il n'y a plus de train. Ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne, puis on plonge avec eux autres. Donc, il n'y a pas de doute qu'ils bénéficient de votre appui. Aucun doute là-dessus. Je les ai rassurés. On s'est rencontrés suite à l'annonce. C'était une belle rencontre, puis ils ont mon soutien à 100 %. Le projet qui se fasse sur le côté, sur le dessus, dans l'eau, dans les airs, on va lui donner une chance de monter le projet comme il faut. Puis c'est sûr et certain qu'on va avoir un très beau projet s'il se concrétise. Alors, vous croyez toujours que ça pourrait se faire? C'est sûr et certain qu'il va se faire. Mais on ne sait plus quand. On ne sait plus quand. Puis je considère ça comme les Olympiques de Charlevoix. Tu sais, quand il y a une annonce là, qu'on va majeur, bien, c'est la même fait. Ça va mettre Charlevoix sur la map pour les 50, 100 prochaines années. Il y a eu une grosse annonce majeure aussi cette semaine, qui était le regroupement de la coordination des services incendies. Vous allez me dire, nous, on a l'impression qu'on a décidé de laisser le matériel dans les mains des municipalités, puis de confier les ressources humaines et puis la coordination des efforts à Baie-Saint-Paul. Est-ce que c'est bien ça qu'on doit lire dans la proposition de la MRC? Non, la proposition de la MRC, là, c'est vraiment de venir contrer l'inflation des coûts futurs au niveau des pompiers. En salaire ou en matériel? En tout. C'est un tout. Les pompiers, le gouvernement, avec le nouveau schéma de couverture de risque, les nouvelles exigences en CSST, en prévention, en présence, la formation des pompiers, tout ce qui a trait à les procédures pour intervenir sur un incendie, la main-d'œuvre, parce qu'il ne veut pas, la pénurie de main-d'œuvre, elle s'applique autant chez les pompiers et
Même chez les pompiers volontaires? Même chez les pompiers volontaires. Fait que pour contrer ces coûts-là, bien, il faut fusionner les services. Puis quand on dit fusionner les services, c'est les services administratifs. Parce que les casernes ne sont pas fusionnées. Les camions vont rester dans votre cour, là. Exactement. Comme moi, si je me réfère à ma municipalité, les éboulements, l'équipe de pompiers, les 26 pompiers qu'il y a présentement aux éboulements sont encore attirés du caserne. La caserne, tout l'équipement appartient encore à la municipalité des éboulements. C'est vraiment l'administration des pompiers qui va être gérée via une quote-part par l'administration de Baie-Saint-Paul. Fait que dans le fond, on parle de Baie-Saint-Paul, mais dites-vous, on va dire que c'est les pompiers de Charlevoix. T'sais, on va dire ça. OK. Ce qui va être créé va ressembler à quelque chose comme... Mais c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui va facturer pour les services. Qui va facturer. Et qui va embaucher vos pompiers aussi à l'avenir. Oui, bien, ils vont embaucher tous les pompiers. Fait que, dans le fond, il y a l'entraide automatique. Il n'y aura plus de facturation. Ça va être une masse salariale. Et pour tout ça, parce qu'on va s'assurer que chaque pompier ait toutes ses formations obligatoires, qui aident à ses pratiques. Et c'est là que vous sauvez de l'argent. C'est là qu'on sauve de l'argent, puis c'est là que s'il arrive un événement X, bien, si toutes nos procédures ont été faites, si toutes les exigences ont été remplies, bien, on ne sera pas blâmé ou ils vont savoir que, tu sais, on n'est pas à l'abri des tragédies ou tout ça, mais on l'a vu, mais au moins, si toutes nos procédures ont été conformes, bien, la piste d'atterrissage est plus douce. J'ai deux questions. D'abord, comment ont réagi vos pompiers à cette offre-là? Les pompiers, ils ont réagi comme tout bon pompier doit réagir, avec des interrogations, des vœux pour le futur. Ils ne sont pas réfractaires au changement, ils sont pour le changement, mais ils veulent savoir où est-ce qu'on s'en va, ils veulent avoir des réponses à leurs questions. Et donc, il y a encore des démarches de conviction à faire, là. Ils n'ont pas embarqué dans le bateau directement quand vous leur avez présenté la proposition de l'ARC. Bien, pour le moment, on n'est pas rendu à s'intégrer. Là, on est rendu à faire des résolutions d'intention au niveau des conseils municipaux pour en venir après ça, quand les résolutions d'intention vont être faites, là, la nouvelle structure va être capable de commencer à travailler. Mais vos pompiers ont encore des questions. Tous les pompiers ont des questions, puis on va tous répondre à leurs questions, puis on va tous venir enlever toutes les interrogations qu'ils ont, toutes les demandes qu'ils ont, là. On se donne un échéancier de 5 ans pour en venir à avoir stabiliser tout ça. Un système d'incendie parfait. Présentement, la direction a rencontré les pompiers. Oui. Il y avait c'est sûr que quand on fait une présentation d'1 heure et demie, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Puis oui, on fait des sorties médiatiques, on est interrogé, puis... Vous êtes pour, vous avez on est pour. Clairement donné vos intentions. J'ai clairement donné mes intentions, mais ce regroupement-là va être possible si tout le monde embarque. En terminant, est-ce qu'on sait combien la municipalité va sauver d'argent avec un regroupement comme celui-là? Est-ce qu'il y a des estimations qui ont été faites qui justifient le fait que vous disiez qu'on va sauver des coûts? Est-ce qu'on a un montant? C'est que les nouvelles exigences du gouvernement auraient coûté... disons, je mets des chiffres bidons, OK? Oui, mais il y a des proportions dans ce que vous allez me dire. Oui, on va dire que... 100 000. On va dire que ça coûterait... Si on resterait en silo, on va dire que ça coûterait 100 000. Oui. Mais avec les nouvelles exigences du gouvernement qui s'en viennent, on va dire qu'avec le regroupement de fusion, ça coûterait environ 50 000. Donc, vous pensez diminuer tous les coûts de gestion, de formation, de coordination, moins 50 à terme? C'est ça, exactement. Ça, c'est votre espoir. Ça, c'est l'espoir. C'est les évaluations préliminaires. On n'a pas été dans des évaluations approfondies. Mais ce qu'on sait, c'est que le système incendie va coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Fait que si vous êtes en silo, bien, le beaucoup, beaucoup plus cher va devenir beaucoup cher. Mais indéniablement, ça va coûter plus cher. Maintenant, votre municipalité est bien dotée en équipement, d'équipement culturel. On parle de la papeterie, on parle du musée, on parle de l'église à Saint-Joseph-de-la-Rive. On parle peut-être un théâtre qui pourrait se faire aussi dans le milieu de la municipalité. Puis là, on a le camp de manoir également qui est là, puis qui a des salles. Puis là, vous arrivez avec un bâtiment municipal pour la maison de jeunes. Ça fait-tu un peu beaucoup? Non, Tout ça pour une municipalité grosse comme la vôtre? Bien non, ça fait pas beaucoup parce que
c'est que chaque bâtiment que vous venez d'énumérer... Oui, il y en a beaucoup. Ben oui, il y en a beaucoup. Il y a une vocation différente parce que notre municipalité est dynamique. Oui, mais l'église, par exemple, ça pourrait être une salle communautaire. L'église, la façon que les gestionnaires du clocher, des gestionnaires d'en bas, c'est pas la... C'est une vision qu'ils ont, eux autres, pour le bâtiment. Je veux dire, c'est une mission qui vient pour le tourisme, pour intégrer la population locale, mais le créneau, c'est pas tout à fait le même créneau de ce que c'est qu'on veut faire au bâtiment de la patinoire. Parce que là, vous voulez prendre la maison de jeunes puis la transformer en bâtiment multiservice municipal. On veut, parce que présentement, la municipalité grossit, la municipalité est dynamique, puis on manque d'espace pour pouvoir venir tout conjuguer les prochaines années qui s'en viennent. C'est un projet de combien, ça? On ne sait pas que c'est un projet de combien. C'est un projet qui va échelonner entre 1 et 2 millions facile. À réaliser dans votre prochain mandat? J'espère qu'on va le réaliser dans notre prochain mandat. Mais là, on tombe dans une conjoncture économique qui est plus difficile, les coupures budgétaires, les visions du gouvernement des États-Unis. Et puis on sait déjà qu'on vous aurez pas plus d'argent du gouvernement du Québec. On sait qu'on n'aura pas plus d'argent du gouvernement du Québec, mais on va prendre le temps de bien faire les choses parce qu'il n'est pas question de... C'est des bâtiments qu'on doit faire des subventions. Si les subventions ne sont pas là, on n'ira pas engager la municipalité là, pour une dette là, extraordinaire. C'est impossible. Je comprends bien. Maintenant, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent. Puis c'est un peu paradoxal parce qu'en parallèle, on apprend que votre café, le café Sol. Le café Sol, merci, le nom m'échappe. Le café Sol va fermer. C'est pas un peu contradictoire? Ça nous fait danser sur un pied puis sur l'autre en même temps? Bien, le Café Sol n'a pas annoncé encore sa fermeture. Ils sont en restructuration. OK, oui, vous avez raison. Oui, ils sont venus nous interpeller pour voir s'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose, de faire du démarchage pour les aider. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est possible? Oui, on les a aidés en créant des liens avec des organisations qui pourraient peut-être les aider. Mais monétairement? Monétairement, nous, pour le moment, il n'y a aucune décision en ce sens qui a été prise au niveau du Conseil encore suite à ce qu'ils ont ils ont des transformations à faire à l'interne, côté administratif, pour pouvoir peut-être en venir à avoir une subvention. Mais là, je ne m'avance pas plus que Donc, le dossier n'est pas réglé quand même. Le dossier n'est pas réglé. Le dossier, Mais est-ce qu'il y a assez de monde pour faire vivre un café aux éboulements? Écoutez, ça, la mise en marché, là, quand c'est fait au niveau du Café Sol, j'étais pas là, puis j'étais pas dans le secret des yeux. Là, cette partie-là... On ne peut pas vous imputer ça. Non, on ne peut pas m'imputer ça. Ça fait quand même une couple d'années que le Café Sol est intégré. Ça a l'air à marcher. Mais ils ont une structure financière à consolider, puis je vais laisser les gens en place. Ils ont un CA quand même assez dynamique, puis des gens qui veulent. Certainement un dossier, en tout cas, sur lequel qu'on peut vous imputer, c'est celui de la couverture cellulaire aux éboulements. Depuis vos sorties, vous avez invité le ministre à venir faire un tour, vous avez fait tout ça. Est-ce que le téléphone cellulaire rentre mieux aux éboulements? Non, présentement, il rentre pas mieux. Il rentre pas mieux, OK? Mais non, j'avais dit que c'était les 12 travaux d'Astérix. Oui, si vous êtes rendu où? On est rendu peut-être bien au premier étage, on va dire. On est peut-être bien en train de virer un petit peu crackpot, là, mais non, ça va quand même bien. Chanceux, on a rencontré... On a eu des conversations avec des gens qui ont été capables de nous expliquer le dossier de la couverture cellulaire. Ce qui était important de savoir, c'était que présentement, aux éboulements, pour faire une histoire courte, c'est que les tours cellulaires ont été construits sur une technologie, puis là, la technologie est en train de changer. Fait que à cause de la LTE à la 5G, fait en sorte que la transmission de données n'est pas pareille. Pour couvrir les éboulements exemplairement, ça prendrait 2 nouvelles antennes. Je vais dire des antennes, pas des lanternes, des antennes pour accélérer le signal. Dans le fond, ce qu'on parle, c'est une lanterne qui viendrait comme compléter les 2 qu'on a, plus un autre pour venir couvrir le milieu du village. Mais là, il vous reste 11 travaux d'Astérix à faire sur 12. 11, peut-être bien 10. Là, on espérait une bonne nouvelle au niveau du budget parce qu'une lanterne, ça coûte environ entre 1 et 1,5 million. Oui, OK. Il en manquerait 400 au Québec. Fait que là, faites le calcul, ils ont donné au dernier budget 74 millions. Fait qu'on parle peut-être d'une cinquantaine Un petit peu partout au Québec. Un petit peu partout au Québec.
Est-ce qu'on va être capable d'en récupérer une? Avez-vous crié assez fort? On le saura dans les prochaines semaines. On le saura dans les prochaines semaines. Bien, Emmanuel Deschênes, merci d'être venu nous voir ce matin. On se revoit avec votre programme électoral dans le courant des prochaines semaines, des prochains mois. Parfait. Puis d'ici là, bien, merci d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Le conflit de travail qui oppose la Société des traversiers du Québec et ses employés perdure depuis 2 ans déjà. TVCO est allé à la rencontre du maire et de quelques commerçants de l'île aux Coudres suite aux 3 derniers jours de grève qui ont été débrayés par le syndicat. Le maire Christian Dufour explique les raisons qui l'ont poussé à s'exprimer publiquement sur ce conflit au cours de la dernière semaine. On comprend mal là, que pourquoi la société ne négocie pas sérieusement avec le syndicat. Le syndicat nous dit qu'il se rend pour négocier, mais c'est des négociations d'une journée aux 2 mois ou aux 3 mois. Donc, tu ne peux pas régler un conflit comme ça. Donc, ils ne seraient pas intéressés à, eux, de leur côté, faire débloquer les choses? Bien, ça regarde ça, là. M. Dufour indique que les communications entre son administration et la Société d'État ne sont pas au beau fixe. Les relations sont... Je ne peux pas dire qu'elles sont bonnes. J'ai parlé à Mme Greta. Maintenant, je dois communiquer avec le directeur de la Traverse pour faire de la demande. Lui, il parle à Mme Greta, puis la réponse me revient par le directeur. Donc, vous n'avez plus un accès direct à Mme Greta. Le lien est plus là. C'est un peu spécial hein, que le maire ne puisse pas parler à la présidente directrice générale de la société. C'est un petit peu... Je suis déçu, là, un peu de ça. La conseillère municipale et commerçante Noël-Ange Harvey estime que les partis ont le devoir de s'asseoir et de négocier pour le bien-être des citoyens. On a eu 3 jours de grève, on est dans notre dernière journée. Bien, écoute, ça va être quoi là, pour la prochaine? On sait qu'ils ont un mandat encore dans leur poche, puis ils ont un droit de faire la grève. C'est un droit, c'est correct. Mais au-delà de ça, là, pourquoi la STQ? Pourquoi la STQ ne veut pas régler? Moi, je suis commerçante, puis... C'est comme je dis des fois à mes employés, on ne peut pas donner le beurre puis l'argent du beurre à tout le monde. Mais sauf que quand le salaire minimum augmente, donner un minimum. Puis eux autres, ces employés-là qui sont là, le sentiment d'être apprécié, le sentiment de dire je fais un bon travail, le sentiment d'eux, c'est ils l'ont-tu encore? Moi, mes jeunes capitaines qui sont en haut puis en bas là, au moteur, c'est puis sur le pont. Ces jeunes-là, c'est eux autres qui sont à la porte d'entrée pour nous arriver, pour ouvrir l'île au monde. Là. Bien, s'ils ne sont pas reconnus pour le travail qu'ils font, puis si ils disent, bon, si ça ne fait pas ici, ça fera ailleurs, bien, vous irez ailleurs. Bien, il y a d'autres places ailleurs qui vont donner le 30$ qu'ils demandent ou le 32$. On demande une écoute, on dit, parlez-vous. On sait que le Conseil du Trésor a donné le mandat. La STQ l'a reconnu aujourd'hui, là. On a le mandat. Bien, Saint-Cycron, ça prend pas 3 ans à négocier quelque chose. Assoyez-vous, parlez-vous. Si ça prend un arbitre dans ça, qui en mette un arbitre. Le maire Dufour reconnaît que le pouvoir municipal possède ses propres limites dans cet enjeu provincial. Dans l'histoire de la grève, oui, on a les mains liées. Puis dans l'organisation de la STQ, c'est une société d'État. Donc, on fait on déclare des affaires. Il y a des affaires qu'on trouve aberrantes. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Hein? La population, là, on a plein d'oreilles puis plein de bottes, là. On commence à être tanné, c'est comme je vous ai dit tantôt, là. On a notre été qui s'en vient avec la préparation de tous les commerces qui se préparent pour accueillir nos gens, puis se préparent pour la saison estivale. Puis c'est toujours comme je vous dis, c'est toujours cette sensation-là qu'on a il va y avoir une grève, il va y avoir... Incertitude qui est tannante puis qui n'est pas plaisante. Puis que ce soit pour nos commerces ou pour
notre population, on va dire, le bateau, il va-tu marcher? Ça, moi j'ai jamais vu ça. J'ai travaillé 22 ans à la société, puis j'ai jamais senti cette incertitude-là là, aussi grande que présentement. Les entreprises insulaires admettent avoir traversé l'été 2024 contre vents et marées. Si on prend les locaux en général, là, on a une baisse globale là, à jaser avec tout le monde de minimum 30 %. Ça, c'est global dans l'île, peu importe le commerce. Nous, on l'a vécu. L'étal, comme on était en première année, on peut difficilement quantifier, mais c'est sûr que si on avait eu plus de monde, on avait la ressource nécessaire pour les servir. Dans les autres endroits, la cidrerie et la biscuiterie, c'était ça, des baisses globales sur l'année. En 12 ans d'opération, ça a été de très, très, très loin ma pire année. Là. Pas à peu près. Là. On parle de quasiment 45 % de baisse de revenus. Ça annulait des chambres au mois d'août. Il n'y a jamais eu de grève au mois d'août. C'est sûr que l'année passée, ça a fait mal quand même. Il y a eu un problème, je pense, beaucoup de communication. Les gens pensaient qu'il n'y avait plus de traversiers durant tout l'été, ce qui était absolument faux. Il y a eu quelques jours de grève. Ça ne veut pas dire que ces quelques jours de grève-là n'ont pas fait mal, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, au niveau médiatique, le message, les gens recevaient le message comme quoi qu'il n'y avait plus de bateaux, qu'il y avait 5 bateaux par jour, puis c'est pas vrai. Il y a eu des bateaux, 95 % de l'été. Puis ça a fait, en toute franchise, plus mal que la grève en elle-même. Les commerçants aimeraient notamment que l'île puisse jouir d'un statut à part entière. Dans la tête des gens, il y a un doute. Fait qu'il faut que la grève se règle au plus vite. On demande au gouvernement de considérer qu'on est un endroit particulier. On n'est pas Québec-Lévis, là. Il faut que quelqu'un comprenne ça dans sa tête, là, puis qu'il faut qu'il arrête de nous faire planer une grève sur la tête, là. Parce que c'est essentiel, là. Il n'y a pas de pont ici, là. C'est plus qu'essentiel. Moi, le dossier essentiel, là, les gars du bateau, premièrement, là, s'il arrive une ambulance, ils vont la prendre puis ils vont la porter de l'autre côté. Ça, c'est l'essentiel. Nous, ce qu'on veut, c'est un lien. Ce qu'on veut, c'est notre route. On la veut à toute heure du jour. On la veut disponible. Il y a un horaire de traversier. Les gens regardent l'horaire, c'est ça. C'est comme la 138, c'est la 362, ça s'appelle une route. C'est d'un quai à l'autre, sauf qu'au lieu d'être une route en asphalte, c'est un bateau qui l'a fait. C'est tout. C'est comme à Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac, c'est le prolongement de la route. Ce qu'on a à l'île aux Coudes, c'est une route. L'île aux Coudes, là, c'est un joyau dans Charlevoix. On a besoin toutes les uns des autres dans chacune des municipalités. On a nos couleurs, on a nos spécificités. On est unique dans ce qu'on est. Puis là, on dirait qu'on est tout seul à vouloir se battre. C'est comme dans les négociations. Les autres municipalités à travers la province, il n'y en a pas qui chiolent. Il y a juste l'île aux Coudes qui chiolent. On a de l'air d'être des chioleux. Mais si on chiole, c'est parce qu'on a raison de chioler. On veut un statut particulier pour notre île, parce que c'est une île. Éric Desgagnés estime toutefois que l'espoir n'est pas en vain. Bien, on est toujours en mode espérance. C'est un petit peu ça, la force de l'île aux Coudes. On espère toujours que ça va finir par se régler. Là, il y a quand même des démarches qui sont entreprises par la municipalité, les comités de citoyens, pour mettre un peu plus de pression. On comprend mal que ça ne se soit pas encore minimalement réglé, minimalement discuté de ce qu'on entend, parce qu'on entend au travers des branches, puis l'hiver, il n'y a pas de feuilles, donc il y a beaucoup d'espace pour que les rumeurs circulent et les nouvelles circulent. On entend que ça jase pas fort. On entend, 3 mois et demi là, sans avoir une réunion, là, je pense ou bien le syndicat n'a pas fait sa job, ou bien la STQ ne fait pas sa job. Il y a du monde qui ne travaille pas fort. On va dire ça comme ça pour être délicat. Quelques commerçants s'organisent pour redorer l'image de l'île dans l'espoir d'attirer de nombreux visiteurs durant l'été à venir. Là, on est en mettant en place un comité ou minimalement une ressource pour créer de l'événementiel, pour amener un peu plus de monde à l'île. Mais c'est toujours... Le défi, c'est ça. Tu as beau faire tout ce que tu peux pour créer, puis faire des belles choses, puis attirer les gens. Entre autres, la Facine va avoir une belle programmation cet été. Mais à un moment donné, il faut que la facilité de rentrer à l'île et de sortir de l'île soit là.
que là, c'est ça, à un moment donné qu'on travaille, c'est de dire aux gens, justement, que c'est fou cet été, là, il se passe des affaires à l'île. Il y a le comité des loisirs qui organise des trucs à la fascine, avec des programmations fous à toutes les fins de semaine. Les jeunes sont impliqués. Il y a 1 million d'affaires qui se passent à l'île, là. Tu sais, je pense que ce qui va être important, c'est que justement, les médias véhiculent le message que, écoutez, l'île n'est pas fermée, là, loin de là, au contraire, tu sais. Une dernière journée de négociation a notamment été organisée suite aux 3 derniers jours de grève. Les 2 parties impliquées ne souhaitent pas commenter le conflit dans l'espoir de trouver une voie de passage d'ici le début de l'été 2025. Il y a un réseau d'autopartage qui pourrait voir le jour dans Charlevoix. Il y a des sondages, des informations qui ont circulé sur le web au cours des dernières semaines. Aujourd'hui, on reçoit 2 citoyens, 2 initiateurs à l'origine de ce projet-là. Roxane Turgeon, Frédéric Letourneau. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Bien, tout d'abord, je vous demanderais en quoi consiste ce projet-là? Qu'est-ce que l'autopartage? Et comme le titre l'indique, là, ça pourrait s'appeler Locomotion Charlevoix. En quoi ça consiste? Donc, Locomotion, c'est un réseau de partage de véhicules dans un voisinage. Donc, ça a été conçu par un organisme québécois, mais ça demande aussi l'implication de la communauté. Donc, ça doit être démarré et soutenu par un groupe de citoyens, par exemple. Oui. Donc, on est un groupe de bénévoles de Baie-Saint-Paul qui s'est rassemblé dans l'idée de faire émerger l'autopartage en Charlevoix. Donc, l'autopartage, ça permet de diminuer l'empreinte écologique collective et surtout en région où on a... La voiture est essentielle à nos déplacements. On n'a pas beaucoup de transports en commun. Exact. Et puis, Locomotion, c'est une avenue facile et rapide à mettre en place et peu coûteuse, puisque ça utilise des véhicules qui sont déjà sur les routes. Puis, il faut le dire aussi, c'est un organisme à but non lucratif. Il n'y a pas une grande plateforme internationale qui veut stimuler des profits. C'est vraiment ici, là. Exactement. Puis d'ailleurs, on s'est aussi fait dire par plusieurs personnes que leur voiture, par exemple, dormait dans leur stationnement la semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a un intérêt d'aller optimiser les véhicules qui sont déjà sur les routes et déjà à des citoyens, puis de les rendre accessibles à d'autres, puis au lieu d'augmenter le nombre de véhicules sur les routes par l'achat de nouvelles voitures. Vous avez lancé donc un sondage, on peut le dire comme ça, au cours des dernières semaines sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des Charlevoisiens qui ont répondu à cet appel-là, qui ont levé la main, qui ont identifié des besoins? Oui, exact. Ça fait déjà 3 semaines qu'on a lancé le sondage et déjà, il y a plus de 70 personnes qui ont répondu en date de ce matin même. Puis parmi ces réponses-là, on a eu environ 40 personnes qui souhaitaient emprunter de voiture et un autre 40 personnes qui voulaient prêter leur véhicule. Donc, tu sais, c'est un ratio qu'on espérait finalement pour que ça soit fonctionnel une fois que le projet soit lancé finalement. Donc, on s'est aussi aperçu que, oui, il y a un fort intérêt à Baie-Saint-Paul, mais aussi il y a de l'intérêt un peu partout dans la grande région de Charlevoix. Donc, de Petite-Rivière jusqu'à même Saint-Siméon finalement. C'est vraiment, on est vraiment content de voir ça finalement, qu'il y a un gros intérêt. La plateforme, là, est-ce qu'elle permettrait, par exemple, d'emprunter pour une courte durée, pour une longue durée de plusieurs jours? Est-ce que c'est variable dans la façon de procéder? Oui, exact. Les gens peuvent s'inscrire pour emprunter un véhicule, puis tout va dépendre de l'offre des prêteurs de voitures. Donc, la plateforme permet vraiment de mettre en contact des prêteurs et des emprunteurs de voitures. Puis, ça offre la gestion des réservations, les frais d'emprunt, des calendriers partagés, puis elle offre même les assurances. Donc, on peut vraiment aller emprunter une voiture, que ce soit pour quelques heures ou quelques jours, semaines. Tout va dépendre de l'offre sur la plateforme. Il y a un profil du prêteur ou de la personne qui décide de prêter. Puis si ça convient à tes besoins, on les met en communication. Exactement. Puis plus il y a des gens qui vont s'inscrire, qui vont participer, plus le service va devenir intéressant. Et on peut partir de l'esprit léger, là. Vous l'avez mentionné, il y a des assurances qui sont incluses avec ça, là. Oui, exactement. À qui ça s'adresse, ce beau projet-là, là, dans Charlevoix? Ça peut vraiment s'adresser à tout le monde, que ce soit des familles qui auraient besoin ponctuellement d'une deuxième voiture ou des personnes qui n'ont pas de voiture, qui sont des nouveaux arrivants, qui sont des travailleurs saisonniers. Oui. Donc, vraiment, une panoplie de personnes et même tous ceux qui ont une voiture qui est peu utilisée dans leur stationnement et qui pourraient en faire bénéficier à d'autres. Il y a différentes communautés locomotion, je ne sais pas si on le francise ou on l'anglicise, mais qui sont implantées à travers le Québec.
plus dans des grands centres urbains. On pense entre autres à Montréal, à Sherbrooke. On serait la première à l'extérieur d'un grand centre dans Charlevoix. C'est quoi vos perspectives, vous? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça peut fonctionner même si on n'est pas dans un grand centre? Oui, bien effectivement, même si l'origine du projet se trouve dans les grands centres urbains comme Montréal, il y a plusieurs raisons pour qu'on pense que ça peut fonctionner ici, notamment parce qu'on sait que dans les différentes municipalités, dans Charlevoix, les gens sont assez serrés. Il y a des liens qui sont quand même très forts. Aussi, il n'y a juste actuellement aucune autre offre d'autopartage dans la grande région de Charlevoix, dans l'ensemble. On pourrait penser à Communauto, par exemple, qui n'est pas installée ici. Donc, on pense que pour ces raisons-là, on est vraiment motivé que les gens vont embarquer, puis on est motivé aussi de mettre de l'énergie là-dedans, donc on pense que ça va être une offre qui va venir bonifier la mobilité. Ça pourrait susciter l'intérêt des gens. Je vous demanderais maintenant, quelles sont les suites du projet? Comment est-ce que vous comptez développer ça là, au cours des prochains mois? Bien, premièrement, notre sondage est encore disponible, donc on attend d'autres réponses si d'autres gens se manifestent. On a hâte d'obtenir plus de commentaires, finalement. Il faut savoir qu'il y a plus que de gens qui vont répondre, plus qu'on a de chances de réaliser le projet, finalement. On a besoin d'intérêt de la part des Charlevoisiens pour que ça se réalise. On va aussi, par la suite, probablement rencontrer, si possible, la ville de Baie-Saint-Paul, puisqu'on a un noyau fort qui se trouve ici, entre autres au niveau des répondants de sondage, mais aussi du noyau bénévole qui s'est initialement lancé dans la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on voulait voir s'il y a des possibilités d'arrimage, s'il y a de l'intérêt de leur part à participer, de près ou de loin. Ça serait une de nos prochaines étapes là, imminentes. Sinon, venir au printemps un dépôt de projet, finalement, à Locomotion directement pour officialiser le tout, pour qu'au début de l'été, on puisse lancer la plateforme puis que les gens puissent rendre disponible leur auto ou en emprunter. Donc, on se lancerait là-dessus. On espère que d'autres initiatives naissent de la nôtre, que ce soit au niveau municipal, par exemple, si les municipalités voudraient prêter des voitures. Ça pourrait voir le jour à la Malbaie, par exemple, et avoir un noyau du côté de l'Est. Exact. On ne veut pas empêcher d'autres initiatives qui naissent un peu partout dans Charlevoix, même si aujourd'hui, on se lance à l'idée de démarrer à Baie-Saint-Paul. Donc, des initiatives citoyennes, justement, pour démarrer des communautés comme la nôtre. On trouve ça pertinent, puis on espère que ça arrive aussi. Comment est-ce qu'on fait, en terminant, pour vous suivre et en apprendre plus sur le projet? Bien, premièrement, on a, dans l'espace de notre sondage, on a laissé des coordonnées pour nous rejoindre. On a une boîte courriel Locomotion pour Charlevoix actuellement. Sinon, on est présent dans les réseaux sociaux aussi, puis on est des citoyens quand même assez impliqués, donc on peut se faire contacter directement, il n'y a pas de problème. Une page Facebook, entre autres? À venir, pas encore sur place. À venir. Je vous remercie ce matin d'avoir fait le point sur ce dossier-là avec nous, et puis on va suivre ce dossier-là avec beaucoup d'attention. Merci à vous. Un gros merci. Le Café Sol des Éboulements lancera prochainement une campagne de sociofinancement afin de pérenniser son fonctionnement et débuter sa saison estivale 2025. TVCO a rencontré l'une des membres cofondatrices de l'établissement qui nous parle des enjeux que son équipe rencontre à l'heure actuelle. Le café, c'est une entreprise en démarrage. Donc, ça a été un projet de partir le café. Il y a eu des financements initiaux. Puis, je pense qu'on arrive à un moment aujourd'hui où on est en train encore de définir la rentabilité du projet. Puis, dans les premières années, c'est toujours plus difficile. Puis, dans un projet collectif, on dépend plus du financement collectif. C'est des charges partagées, puis on veut éviter de trop endetter le projet avant de s'assurer que le projet ait une rentabilité. Éléonore Cusson explique que la restructuration que subit le café pourrait faire changer son statut. Le café, c'est une coop de solidarité. Donc, l'intérêt, c'est d'être un lieu de partage du pouvoir. Donc, il y a des membres qui sont actifs au café, qui participent autant à la vie
sur le plancher puis à l'organisation d'événements, mais aussi au sein même des prises de décision au sein des AG. Puis on est une coopérative de solidarité à but lucratif actuellement. On s'est fait suggérer ça au moment du démarrage parce qu'on ne connaissait pas la communauté puis on voulait tenter le pouls à savoir c'était quoi le lien que les gens voulaient développer avec le café. Mais là, aujourd'hui, bien, on a sondé notre membrariat puis on se rend compte que l'intérêt n'est pas à avoir des ristournes nécessairement. Il va falloir passer au vote lors d'une prochaine AG. C'est pas décidé encore, mais c'est sûr que ça serait l'intention d'acquérir le statut de couple à but non lucratif parce que on est tous des bénévoles qui sont hyper impliqués, puis le projet en tant que tel actuellement est vraiment soutenu par la collectivité, puis l'intention n'est pas de faire du profit. Ça permettrait aussi d'aller chercher du financement supplémentaire, potentiellement d'organismes subventionnaires gouvernementaux. Là. Oui, exactement. Oui. Ça ouvre des portes. Une membre bénévole précise pourquoi, selon elle, le café est une organisation qui participe à la vie sociale de la municipalité. C'est vraiment, comme je le dis, le cœur géographiquement du village. Alors, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre longtemps. C'est un lieu pour tisser des liens sociaux, là? Oui, tout à fait. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu... le week-end dernier, on a fait la fresque du climat. Il y a un atelier de linogravure qui s'en vient. Il y a toutes sortes de petites choses parce que, cet hiver, le café n'était pas fonctionnel à temps plein. Mais il y avait comme ça des propositions qui venaient d'un peu partout qu'on a pu réaliser. Donc, garder le café vivant. Plusieurs initiatives ont ainsi été réfléchies afin de faire fonctionner le café tout au long de l'année. Un partenariat a notamment été ficelé avec des producteurs maraîchers régionaux au cours des derniers mois. Ça s'est passé tout l'hiver, mais c'était la première année où on avait accès, grâce au Jardin de Cap-aux-Oies, on avait accès à des légumes frais tout l'hiver. Alors, c'est un principe c'est pas des paniers comme tels, c'est plus un étalage. C'est comme un marché. Oui. Il y a des étalages de légumes, on choisit ce qu'on veut, on a acheté notre carte d'abonnement, puis c'est déduit de notre carte. Et ça se tient donc aux éboulements au Café Sol. Une levée de fonds participative a toutefois été conçue au cours des derniers jours pour interpeller la population locale sur l'avenir du café. On voudrait ouvrir le café au mois de mai comme l'année passée, puis ouvrir la saison estivale, mais il nous manque des fonds. On s'est dit qu'à travers une campagne de socio-financement, on pourrait collecter le soutien des gens. Puis on le fait de manière ludique. Il y a comme des prix. Dans le fond, on fait des cartes café, entre autres, pour finalement que les gens qui viennent au café, bien, ils nous promettent un petit peu le passage futur. Puis c'est une manière de récolter des fonds pour lancer la saison. Aussi beaucoup de personnes, des entreprises ou des artistes du coin qui nous ont généreusement offert des prix spéciaux, des valeurs, puis les gens vont pouvoir donner au café en échange d'avoir certains éléments, certaines cartes spéciales, puis également à travers la période de dons, en achetant des éléments, bien, les gens gagnent une chance de participer à un concours, puis on va faire tirer des coffrets. Ça serait probablement tiré à la fin de la campagne de sociofinancement. Puis c'est des vraiment beaux coffrets, encore une fois, des produits du coin, puis qui mettent en valeur des initiatives d'ici. Une soirée bénéfice festive sera organisée le 3 mai prochain à l'Espace La Rive pour célébrer cette campagne ainsi que la réouverture estivale du café. Les gens intéressés à suivre le développement du Café Sol peuvent se rendre sur la page Facebook de l'établissement. Le développement du parc régional linéaire, la traversée de Charlevoix, va bon train et on reçoit ce matin le directeur général sortant de Sentier Québec-Charlevoix, Justin Verville-Allary. Bonjour.
Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer en faisant un petit retour là, sur ce projet-là, le projet qui est en branle depuis quelques années déjà. On en entend parler par-ci, par-là. Vous avez eu une rencontre tout récemment avec la MRC de Charlevoix. Je vais vous demander premièrement en quoi consistent les objectifs de la mise sur pied d'un parc régional comme celui-là. Oui. Bien, en fait, l'idée de départ là, qui a été à l'origine de cette intention-là de créer un parc régional, c'est vraiment une volonté d'assurer la pérennité du corridor sur lequel on trouve actuellement la traversée de Charlevoix. Mais c'est aussi une volonté d'aller chercher des outils pour mieux encadrer les activités qui se déroulent dans ce corridor-là, puis d'avoir aussi des meilleurs outils au niveau de la cogestion du territoire. C'est un territoire qui est lequel traverse le sentier de traversée de Charlevoix, où il y a énormément d'acteurs différents, où il y a beaucoup d'autres activités. C'est dans l'arrière-pays, là, il faut le mentionner. Exact, oui, c'est ça. C'est vraiment une zone linéaire qui s'étend du nord de Saint-Urbain, juste au nord du mont du Lac-des-Cygnes, puis qui va connecter maintenant jusqu'à Saint-Siméon avec l'intégration du sentier de l'Orignac, qui est un autre sentier de longue randonnée qui connectait la fin de la traversée de Charlevoix. Puis on a aussi une connexion qui permet de relier le Mont-Grand-Fond et on traverse aussi le parc des Hautes-Gorges. Donc c'est un lien qui est intégrateur entre plusieurs zones assez importante là, au niveau du territoire. Sur une distance estimée à combien de kilomètres? En termes linéaires, les deux points les plus éloignés, on parle de 127 km. Okay. Au total, c'est un réseau avec toutes ces ramifications qui vont sur les sommets aussi, exemple le mont du Lac-à-l'Empêche, le mont du Dôme, la Noyée. Ça totalise là, 188 km. Donc, c'est beaucoup de kilomètres de sentiers. Quel statut de protection ou quelles règles supplémentaires viendraient à être ajoutées par rapport aux sentiers qu'on connaît actuellement là, sur le territoire? En fait, ce qui est vraiment intéressant avec un parc, le statut de parc régional, c'est qu'avant tout, l'objectif, c'est un outil pour des territoires qui ont des vocations récréo-touristiques. Donc, en fait, oui, il y a un aspect de protection du territoire, mais surtout d'encadrement des activités qui s'y déroulent. Donc, ça permettrait, par exemple, de mettre certaines règles au niveau de la façon dont les activités sont pratiquées, les types d'activités, d'avoir des secteurs, peut-être, où on peut limiter certaines activités, mais toujours dans un esprit où, dans la grande majorité du territoire visé par un parc régional, on peut quand même continuer d'avoir des véhicules motorisés qui circulent, avoir la pratique de la chasse, avoir les villégiateurs qui sont déjà sur place, qui demeurent sur place. Donc, la population ne perdrait pas accès à ce territoire-là, comme dans le cas, par exemple, d'un parc national de la CEPAC ou de Parc Canada. On n'est pas là, là. Pas du tout. En fait, c'est vraiment différent. Puis ça, c'est important de le souligner. Puis c'est un statut d'encadrement du territoire qui n'est pas connu dans Charlevoix. On n'en a pas de parcs régionaux dans Charlevoix. Par contre, à l'échelle du Québec, il y en a plus d'une centaine. Okay. Donc, c'est un modèle de gestion du territoire qui est de plus en plus répandu. Il s'en crée pratiquement à chaque année. Puis, en fait, c'est vraiment axé sur une gestion collaborative de tous les acteurs qui sont en place. C'est pas... L'industrie forestière, par exemple. L'exploitation forestière peut continuer dans un parc régional. La seule différence, c'est qu'à l'intérieur de ce qu'on désigne comme parc régional, on peut avoir des zones où on dit, bien là, dans ce secteur-là, on a vraiment quelque chose de particulier. Alors, l'exploitation forestière peut toujours se faire, mais avec peut-être des considérations supplémentaires pour quand même mieux préserver ce qui est là. Mieux encadrer. Quels sont les enjeux de protection là, qui sont soulevés ici dans Charlevoix? Est-ce qu'on pense, entre autres, au sommet subalpin? Est-ce qu'on pense aux oiseaux? Quels sont-ils? Bien, c'est sûr que ce qui a fait peut-être plus les manchettes en lien, si on pense activités de plein air et milieux fragiles, avec toute la campagne qu'il y a eu avec GEIP et les hauts plateaux puis la région de biosphère, c'est sûr que les sommets, c'est une des premières choses qu'on viendrait protéger, si on veut, mieux encadrer avec un statut de parc régional. En ce moment, parmi les plus beaux sommets, mais aussi les plus fragiles, exemple le mont du Lac-à-l'Empêche, où on a une végétation subalpine, bien, on a un phénomène où les gens vont camper un peu n'importe où, vont faire des feux, vont carrément excaver la mince couche de lichen qu'on a là pour se faire un beau site plat. Avec un parc régional, on serait capable de venir baliser et de dire, bien, on ne campe pas n'importe où sur le sommet, on aménage des endroits désignés. Et là, on aurait vraiment un pouvoir, on va dire, coercitif, là, vraiment pour venir protéger ces zones-là. Ça peut aussi avoir une vocation, comme en fait créer un lien intégrateur, créer un corridor écologique
entre différentes zones d'intérêt au niveau de la région de Charlevoix. Pour les êtres humains, mais également pour d'autres espèces vivantes, les animaux, entre autres. Là. Exact. Okay. Puis c'est là aussi l'intérêt de la région de biosphère qui a rejoint le projet là, dès 2021. Ils ont embarqué très rapidement, puis ils sont co-porteurs avec nous, parce que justement, ils voyaient là une opportunité là, de mieux protéger le territoire, de réfléchir à un corridor qui serait intégrateur là, entre les différentes... Vous avez eu une rencontre tout récemment avec la MRC de Charlevoix pour faire un suivi du dossier, pour entendre leurs préoccupations. Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre-là? Oui. Bien, c'est important de rappeler, en fait, qu'un parc régional, au final, même s'il est porté en ce moment par la région de biosphère et notre organisation, Sentiers Québec-Charlevoix, c'est les MRC qui ont le pouvoir de créer, en fait, de décréter un statut de parc régional. Puis un parc régional, c'est ultimement géré à l'échelle de la région. Donc, c'est vraiment au niveau local que les décisions vont se prendre. Oui. Et même qu'en fait, ça permet de rapatrier des pouvoirs en ce moment qui sont à Québec au niveau de la gestion du territoire public qui seraient délégués au niveau de la MRC. Donc, les MRC, ayant éventuellement cette responsabilité-là, sont consultés en ce moment à chaque étape et c'est elles qui nous permettent d'avancer pas à pas dans le processus. Sont-ils favorables? Ils sont très... puis on parle des deux MRC, donc parce que le projet couvre vraiment... OK, Charlevoix-Est, Charlevoix-Ouest. Exactement. Les deux MRC sont vraiment pleinement impliqués, les deux, et en collaboration sur ce projet-là. Et clairement, elles sont à l'écoute, elles comprennent vraiment le potentiel que ça peut représenter au niveau du territoire, mais elles ont très à cœur et tout à fait à raison de s'assurer qu'il y a une acceptabilité sociale au niveau des partenaires et des acteurs du territoire qui sont déjà en place. On parle quand même d'un statut de parc qui viendrait s'appliquer sur des territoires qui sont déjà organisés en ZEC, qui sont déjà gérés par des associations bénévoles, des pourvoiries. Donc, c'est important que tout ce monde-là soit partie prenante de l'élaboration de ce qui serait éventuellement le plan directeur de ce projet de parc-là. Parce que, ultimement, le parc ne peut pas exister si il n'y a pas des ententes faites avec chacun de ces partenaires-là pour que le parc régional puisse prendre vie. Donc, on comprend que les prochaines étapes, ce sera d'aller consulter, d'aller concerter ces acteurs-là. Là. Exact. Là, en ce moment, dans les 2 dernières années, il y a eu une étude de faisabilité qui a été réalisée pour déjà faire un premier débroussaillage, voir est-ce qu'il y a des obstacles légaux, tout ça. Ça a été envoyé au gouvernement suite à l'adoption de déclaration d'intention des MRC. Ça avait été annoncé là, dans les médias. Puis suite à ça, le gouvernement a dit bien, pour l'instant, pas de drapeau rouge, on peut continuer. Donc là, maintenant, ce qu'on fait pour que le gouvernement puisse continuer d'analyser le projet, c'est d'avoir un plan provisoire d'aménagement et de gestion, un peu comme un plan directeur. Et là, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, jusqu'à la fin du printemps, c'est d'aller s'asseoir avec chacune des parties prenantes, des groupes qui ont des intérêts sur le territoire, puis d'écouter c'est quoi leurs préoccupations par rapport au territoire. Oui. Puis ensuite, de mieux leur expliquer qu'est-ce qui impliquerait un statut de parc régional, puis de voir ensemble, est-ce qu'il y a des avenues qui seraient gagnantes pour tout le monde, qu'on pourrait aller chercher avec un statut de parc régional. Parce que ça peut aussi, c'est pas juste pour la traversée de Charlevoix, c'est pour le territoire de façon globale. Ça peut être bénéfique pour plusieurs acteurs. Exactement. Ça peut, des enjeux sur le territoire, tout le monde en a. On pense à l'entretien du réseau routier en ce moment. Un des vecteurs d'accès au territoire public, c'est le réseau routier qui est là. L'industrie forestière est moins présente qu'avant. C'était eux, à l'origine, qui avaient beaucoup développé les chemins forestiers. Aujourd'hui, c'est des organismes entre eux qui doivent travailler à trouver de l'argent pour entretenir ce réseau-là. Bien, avec un parc régional, on a des outils supplémentaires pour lever des fonds pour être capable de maintenir ce genre d'infrastructure-là. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui pourrait permettre, ce qu'on pourrait permettre d'aller chercher comme... Comment est-ce qu'on fait pour vous suivre dans les prochaines semaines, en apprendre plus sur le projet? Là, dans les prochaines semaines, c'est surtout de se retourner si vous avez, exemple, vous êtes membre d'une ZEC ou vous êtes membre de l'association Pied des Monts, tout ça. En fait, c'est de faire remonter vos préoccupations vers les gestionnaires de ces organismes-là, parce qu'on va commencer par rencontrer ces organismes-là en premier. Puis ensuite, c'est sûr, nous, au fur et à mesure, on va communiquer l'information. Il va y avoir d'autres communiqués de presse, d'autres représentations pour expliquer qu'est-ce qui est ressorti de ce projet-là. Mais là, on en est tellement on va dire, au balbutiement de la concertation qu'on commence vraiment par les organismes gestionnaires en premier lieu.
Bien, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci, Justin Verville-Allary, d'être venu faire le point sur ce dossier-là avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada a récemment octroyé un financement à une équipe de chercheurs pour un projet qui vise à mieux connaître les conséquences des changements climatiques sur la productivité des forêts. TVCO s'est entretenu avec un membre de cette équipe, M. Sergio Rossi, afin de comprendre comment nos érablières québécoises pourraient être affectées par les bouleversements liés au climat. Dans notre projet, on veut se focaliser sur ce qui se passe en forêt. La plupart de les recherches étaient faites pour améliorer la qualité du sirop d'érable pour la transformation, mais il y a beaucoup de questions qui sont encore présentes pour pourquoi il y a une saison de sucre, comment on peut améliorer la santé des érables, comment on peut maintenir une production dans le temps dans un contexte de changement climatique. Le professeur indique que les travailleurs acéricoles du Québec remarquent déjà des variations sur le terrain. Et les producteurs ressentent déjà les changements climatiques. Ils voient qu'il y a des choses qui se passent, ils voient qu'il y a des saisons qui sont de plus en plus actives, quelquefois sont plus difficiles à prédire, sont plus longues ou plus courtes. Donc, toutes ces variations-là, les producteurs l'ont observé et ils se posent des questions, ils voudraient avoir des réponses. TVCO a également rencontré la Coop de l'Arbre, qui assure la production de sirop d'érable au domaine Allégorie de Petite-Rivière-Saint-François. L'acériculteur Félix Pelletier indique qu'il entend beaucoup parler des répercussions potentielles des changements climatiques sur l'arbre emblématique. Les printemps, il n'y a pas un printemps qui est pareil. L'année passée, on a eu une grosse année record. Ça a commencé 3 semaines plus tôt que cette année. Fait il y a beaucoup de variables d'une année à l'autre. Est-ce que je remarque sur les érables ou que c'est à cause du changement climatique? C'est dur. Je le sais parce que je suis au courant, j'entends parler, je lis des affaires sur les changements climatiques, sur le futur des érables, tout ça. Fait que je le sais. Est-ce que je le remarque? C'est tellement variable que je ne suis pas capable de dire si c'est vraiment... Depuis quelques années, il admet observer des fluctuations dans la production de sirop d'érable. Ouais, il y a eu une période, c'est vrai, que c'était plus stable. À chaque année, ça se ressemblait d'une année à l'autre. Fait que oui, là, les dernières années, ça a été plus variable. Sergio Rossi précise qu'une partie des recherches de son équipe se penchera également sur les subtilités présentes à l'intérieur du sirop. On va se pencher aussi sur la qualité de la sève. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du sucre et il y a plein d'autres molécules qui peuvent être intéressantes pour notre santé ou qui pourraient donner des goûts particuliers. Les résultats préliminaires qui commencent à être connus révèlent des projections futures qui intéresseront les acteurs de l'industrie acéricole au Québec. On voit que le cycle journalier de la température est très important pour la période de la production. Le réchauffement pourrait quand même altérer cette tendance-là de production, surtout dans les sites les plus au sud, tandis que les sites nordiques pourraient être moins affectés, étant donné que ce sont des sites plus froids. Le réchauffement climatique pourrait en outre impacter la qualité des productions du nectar sucré. Une température plus élevée peut accélérer le développement de certaines bactéries, mais aussi au niveau de la qualité de la sève. Les sucres est un élément qui sert pour augmenter la résistance des érables au gel pendant l'hiver, mais des températures plus chaudes pourraient réduire la production de sucre produite pour se protéger de l'hiver. Et donc, ces modifications-là pourraient affecter aussi le taux de sucre dans la sève au printemps. La répartition géographique des érables au Québec pourrait varier au fil des décennies. Des régions plus nordiques, comme celle de Charlevoix ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pourraient accueillir davantage de ce type de forêt sous certaines conditions. Oui, il pourrait avoir la possibilité de développer
des nouvelles érablières dans des sites particuliers, il faut faire attention que l'érable n'est pas seulement lié à la présence de certaines conditions climatiques, mais les caractéristiques du sol sont très importantes pour le maintien de l'espèce. Donc, il faudrait toujours associer des analyses climatiques à des analyses du sol pour comprendre si certains sites pourraient être favorables pour l'érable. Les prochaines années seront déterminantes pour l'équipe de chercheurs qui tentent de mieux prévoir l'adaptation de nos forêts à ces types de bouleversements.